Bienvenue à la capsule 4.4 qui consiste à apprendre à additionner ou soustraire des vecteurs. Les vecteurs sont des objets géométriques qui se comportent parfois comme des nombres. Alors ici, il sera possible d'additionner et de soustraire des vecteurs un peu à la manière des nombres, mais d'une façon toute spéciale. Alors nous allons voir ça à l'instant. L'addition et la soustraction de vecteurs, un peu comme les nombres, va résulter en un vecteur. Je dis un peu comme les nombres parce que quand on additionne deux nombres, ça demeure un nombre. Alors, additionner et soustraire des vecteurs, c'est le même principe. Ça va demeurer un vecteur. On dit que c'est fermé sur l'addition et la soustraction. Donc, pour ce qui est de soustraire un vecteur aussi, comme les nombres, ça revient à additionner l'opposé. Alors, quand on additionne deux nombres, 3 moins 5, quand on soustrait des nombres, on pourrait dire que c'est 3 auquel on additionne l'opposé de 5. 3 plus moins 5. Même chose pour les vecteurs. La loi de et on peut définir à ce moment-là qu'on a un vecteur AB, que nous voyons ici, un vecteur BC, et on a un vecteur, ici, si on suit la direction, on a un vecteur AC. La loi de Charles dit ceci. Si on a 3 points du plan, alors le vecteur AB additionné au vecteur BC nous donne le vecteur AC. On va voir plus tard que ça généralise la loi de Charles. Alors, lorsqu'on prend la peine de l'écrire, on s'aperçoit que d'une régularité au niveau, une séquence au niveau de l'écriture, AB plus BC donne le vecteur AC. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici. Alors, on prend la lettre centrale, alors B. Si B se répète dans les deux, alors le vecteur résultant, c'est celui dont la lettre forme l'origine et l'extrémité du dernier vecteur. C'est la définition qu'on va voir dans un instant de ce que c'est la somme vectorielle. Construction géométrique. Alors, géométriquement, la somme de vecteurs est déterminée en les plaçant bout à bout. Alors, vecteur qui résulte de la somme est défini par l'origine du premier vecteur et par l'extrémité du dernier vecteur. Alors, j'ai préparé des vecteurs ici pour voir de ce dont il s'agit. Alors, on va prendre le vecteur U, qui est ici, et on va l'additionner au vecteur V. Alors, je vais le placer plutôt comme ça. On va l'additionner au vecteur V, que voici. On les place bout à bout comme on vient de l'indiquer. Le vecteur qui résulte de la somme, c'est le vecteur qui passe de l'origine du premier vecteur à l'extrémité du dernier vecteur. Alors, ce vecteur-là, que je viens de représenter en rouge, c'est le vecteur résultant de la somme. On l'appelle le vecteur résultante, souvent. Alors, et finalement, c'est le vecteur U plus V. U plus V, c'est un vecteur. Important, comme propriété, l'addition vectorielle est commutative. Alors, je vais l'écrire, donc, addition vectorielle, comme l'addition numérique est commutative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change l'ordre de l'addition, ça va me donner le même vecteur. Alors, ici, ce que nous venons de représenter, on a représenté U plus V. Alors, U plus V, j'ai d'abord fait le vecteur U. Ensuite, j'ai additionné le vecteur V. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais commencé par le vecteur V d'abord et U ensuite? Alors, c'est pour ça que j'ai préparé une copie. Alors, je prends le vecteur V d'abord. Et cette fois-ci, j'additionne le vecteur U ensuite. Et on s'aperçoit que ça donne exactement la même chose. Alors, ce qu'on voit là, c'est un phénomène important. On voit que ça a une forme de parallélogramme. Alors, si on étudie un peu plus ça davantage, on va voir qu'il y a une autre... Donc, on peut les placer bout à bout, mais on peut aussi dire que le vecteur résultant d'une addition, c'est toujours la diagonale d'un parallélogramme fait à partir des deux vecteurs. Ainsi, si on forme un parallélogramme, donc j'ai pris des parallèles, donc voici le vecteur U, je vais le placer à l'extrémité du vecteur V, et je vais faire la même chose avec une droite supportant le vecteur V que je vais aller placer à l'extrémité du vecteur U. Voilà. Donc, on a des parallèles ici. Si on prend peine de regarder ça, bien, ce qui est important de voir, c'est ce que je vous racontais. Donc, additionner deux vecteurs, U et V. Cette fois-ci, ils ne sont pas placés bout à bout, ils sont placés avec l'origine en commun. Et on s'aperçoit que le vecteur résultant, donc le vecteur
vecteur résultante. Le vecteur résultant de la somme, c'est le vecteur résultante. Et c'est le vecteur U plus V qui est tout à fait équivalent à celui qu'on aurait obtenu en les plaçant bout à bout. Voilà les constructions géométriques. Exemple 2. On veut représenter la soustraction du vecteur AB par le vecteur BC. Donc AB moins BC plutôt. Alors, si c'était une addition, on pourrait utiliser la loi de Charles et déterminer que le vecteur résultant, ce serait celui qui part de A et qui termine en C, donc AC. Mais la loi de Charles ne s'applique pas lorsque c'est une soustraction. Alors, AB moins BC, ça ne peut pas donner moins AC, ça ne peut pas donner AC. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Alors, voici ce qui se passe. Alors, on a dit que soustraire des vecteurs, ça revient à additionner l'opposé. Alors, on va prendre l'opposé du vecteur BC, que voici. Alors, remarque, le vecteur que je viens de placer, c'est le vecteur opposé à BC. Ce serait donc le vecteur CB. Je vais aller le disposer à la place, donc de façon à pouvoir faire coïncider l'origine du vecteur moins BC à l'extrémité du vecteur AB, donc au point B. Ainsi, le vecteur résultant de la soustraction serait ce vecteur ici. Alors, ce vecteur, c'est AB moins BC. D'accord? Voilà. Bien important à comprendre, la soustraction n'est pas commutative. Alors, on ne peut pas dire, par exemple, mettons que je prenais des vecteurs avec des lettres standards, que le vecteur S moins le vecteur T, on ne pourrait pas dire que c'est égal au vecteur T moins le vecteur S. Pour les mêmes raisons, on le voit là, ici devant nous, que si on faisait ce vecteur moins ce vecteur, on voit que c'est ce vecteur-ci, et ce n'est pas la même chose que si j'avais pris ce vecteur et que j'avais fait la soustraction de celui-ci. Je serais allé ici. J'aurais obtenu un vecteur qui est dans ce sens-là. Pas du tout la même chose. Alors, ce n'est pas commutatif. Ensuite, lorsqu'on a représenté une somme vectorielle, donc le vecteur ici, on a le vecteur U additionné au vecteur V, et ça nous donne le vecteur résultant de la somme, donc le vecteur résultant U plus V. On peut s'intéresser à savoir, de savoir qu'est-ce que pourrait être la norme du vecteur résultant et son orientation, si on connaît celle des vecteurs qui composent l'addition. Alors ici, on a un vecteur U dont la norme est de 15 et un vecteur V dont la norme est de 9. On va aller écrire ces informations-là. Donc, vecteur U, la norme est de 15. Je n'ai pas encore spécifié les unités, on va rester sans contexte, donc 15 unités. Le vecteur V, la norme est de 9. Ensuite de ça, on a des informations. On n'a pas exactement l'orientation des vecteurs, contrairement à ce que j'ai pu dire tout à l'heure. On a l'orientation du vecteur U, donc la façon standard de nommer l'orientation, c'est-à-dire 188 degrés, à partir d'une droite horizontale située à droite de l'origine du vecteur, mesurée dans le sens antihoraire. Ça, on a ça. Par contre, pour le vecteur V, ce n'est pas ça qu'on a. On a l'angle compris entre les vecteurs U et V. Alors, de ça, il va falloir aller déduire l'orientation du vecteur V, peut-être, si on en a besoin. Mais en réalité, ce qu'on cherche, ce n'est pas du tout l'orientation du vecteur V, on cherche celle du vecteur U plus V. On voit ici qu'il y a un angle θ qui est placé ici, mais ce n'est même pas l'orientation, parce que souvenons-nous que l'orientation doit être placée dans ce sens-là. Voici l'angle que nous cherchons en réalité. Lorsqu'on aura des cas comme celui-là, évidemment, on va avoir besoin des relations métriques et trigonométriques dans les triangles pour y arriver. Alors, on pourrait sortir de ça, d'un triangle, donc sans nécessairement toute la notation vectorielle, associer un triangle à ça. C'est ce que je vais faire à l'instant. Alors voilà, si je nomme les sommets, je vais commencer par nommer les mesures des côtés. Alors, la norme du vecteur U, je vais l'appeler petit u. C'est un nombre, il n'y a pas de flèche dessus. La norme du vecteur V, je vais l'appeler petit v. Et U plus V, tiens, je vais l'appeler S. Voilà. Alors, on va aller nommer les sommets qui sont opposés aux mesures des côtés, donc grand S, grand V et grand U. On va aller inscrire ce qu'on connaît
mesure. On connaît l'angle de 47 degrés qui est situé ici, qui serait l'angle VSU. On sait que la mesure de U, finalement, donc du vecteur U, c'est 15. Donc, petit U vaut 15, petit V vaut 9. Voilà dans quelle situation on se retrouve. Quand on regarde ce qu'on a, on s'aperçoit qu'on a l'angle compris entre deux mesures connues. La seule façon de sortir de cette situation-là, c'est avec la loi des cosinus. Alors, parce qu'on n'est pas dans un triangle rectangle, ça c'est clair. On ne peut pas utiliser la trigonométrie standard, les rapports sinus, cosinus et tangente. Ensuite de ça, la loi des sinus nous demanderait d'avoir des mesures de côté opposé aux angles. Alors, 47 degrés, l'angle connu, on ne connaît pas lui. Ça irait si on connaissait cet angle parce qu'on connaît son opposé, ou cet angle parce qu'on connaît son opposé. Malheureusement, on n'a pas ça. Alors, on est dans un cas de la loi des cosinus. Alors, par la loi des cosinus, comme on désire obtenir petit s à partir des autres mesures, on va établir que petit s au carré va être égal à petit u au carré plus petit v au carré moins le double produit de u par v fois le cosinus de l'angle opposé à petit s, c'est-à-dire grand S. On inscrit ce qu'on connaît. Alors, on connaît petit u qui vaut 15, donc j'ai 15 au carré, plus 9 au carré, moins 2 fois u qui est 15 unités, fois 20 qui vaut 9, fois le cosinus de 47 degrés. Et je fais ce calcul qui va me donner la mesure de petit s, c'est-à-dire la norme du vecteur résultante, qui se retrouve ici dans mon problème. Alors, petit s correspond à la norme du vecteur u plus v. On va maintenant transcrire cette information dans notre triangle. On ajoute cette information au triangle. Donc, j'ai petit s qui donne environ 11,04. J'ai gardé deux chiffres après virgule. Cette fois-ci, si on regarde notre triangle, là, il sera possible de déduire des angles par la loi des sinus cette fois. Parce que là, on a la mesure d'un angle et son côté opposé. On a le côté, on peut déduire un angle, le côté, on peut aller déduire un angle. Alors là, ce qui est important de savoir, c'est quel angle on a besoin de connaître dans notre problème. Alors si on redescend, on zoome la situation, on s'aperçoit que l'angle qu'on a besoin de calculer, c'est cet angle-ci. Parce qu'on connaît déjà 188 degrés. Si on avait cet angle, on aurait donc l'orientation complète du vecteur u plus v. Donc, il ne faut pas faire attention au θ qu'il y a là, ce n'est pas le bon angle. On pourrait le déduire après si on en avait besoin. Donc, c'est cet angle ici qu'on a besoin. Alors, par la loi des sinus, on va aller déterminer la mesure de l'angle V. Alors, on va y aller avec le sinus de l'angle V sur son côté opposé petit v est égal au sinus de l'angle S sur son côté opposé petit s. On établit ce qu'on a besoin. Alors, sinus de l'angle V, donc c'est sinus de l'angle qu'on cherche, sur petit v qui est 9 unités, sin de S, sin de 47 degrés, sur petit s, qui est celle qu'on vient de calculer, la mesure qu'on vient de calculer, 11,04, c'est-à-dire que le sinus de V est donc égal à 9 fois le sinus de 47 degrés divisé par 11,04. Bien sûr, ce n'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas le sinus de l'angle V, mais bien l'arc sinus. Alors, petit rappel, on va aller de chaque côté utiliser l'opération opposée, donc la réciproque, arc sinus, des deux expressions qu'on a. Alors, on va avoir que l'arc sinus du sinus de V, c'est précisément la mesure de l'angle V qu'on cherche, va être égal à l'arc sinus de 9 sinus de 47 degrés divisé par 11,04. Il nous reste ça à calculer. Ce qui nous donne 36,6 degrés environ. Donc, environ. Alors, voilà pour ça. On aurait donc répondu à nos deux questions avec, donc, le premier, la norme du vecteur u plus v, c'est le nombre petit s qu'on avait trouvé.
donc environ 11 et 11,04. Et puis, l'orientation du vecteur, donc c'est 188 degrés. Donc, on va l'appeler, donc appelons-le phi. L'orientation du vecteur ici, que je vais aller placer là. Phi. Bien, phi, c'est 188 degrés, plus le 36,6 degrés que je viens de calculer, c'est-à-dire environ 224,6 degrés. Bon, ben voilà, lorsqu'on additionne géométriquement des vecteurs, on peut aller déterminer norme, orientation. On sait maintenant qu'additionner, soustraire des vecteurs, c'est additionner l'opposé. Qu'est-ce qui se passe maintenant si les vecteurs étaient définis, mais par leurs composantes i et j, donc sous forme d'un couple de nombres? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine séquence. Pour ce qui est des manipulations algébriques, c'est le plus simple. Alors, je donne l'exemple d'un vecteur U de composante AB et V de composante CD. On se rappelle que ça veut dire AI plus BJ et CI plus DJ. On l'écrit comme ça de façon plus rapide. On dit que les relations suivantes permettent de calculer les composantes du vecteur résultant de la somme ou de la différence de ces deux vecteurs. Alors, premier cas, si j'ai un vecteur U additionné au vecteur V, je remplace par ses composantes respectives, AB et CD. Ben, on additionne les composantes horizontales et on additionne les composantes verticales. Si c'est une soustraction, le vecteur AB moins le vecteur CD, ben, on soustrait les composantes horizontales et on soustrait les composantes verticales. Alors, c'est fort simple. Si on y va avec ce cas-là, le vecteur U, moins 3,5 et le vecteur V, moins 2,9. Si j'additionne les vecteurs U et V, je vais obtenir le vecteur moins 3,5, qui on pourrait, bien sûr, je vous le rappelle, écrire moins 3i plus 5j. Je vais juste vous montrer la différence. Et j'additionnerai le vecteur V, qui serait le vecteur 2i moins 9j. Bien sûr, ça veut dire moins 3,5 et 2 moins 9. Je veux juste jamais qu'on l'oublie, que la façon I et J est la bonne façon, alors que l'autre, c'est la façon abrégée. Alors, si je le faisais avec les vecteurs, on s'aperçoit, là, c'est pour cette raison-là, précisément, que cette loi-là existe, c'est qu'on réunit les vecteurs I ensemble. J'ai moins 3i plus 2j. Donc, par commutativité, je peux intervertir 5j et 2i. Ce que je veux dire, donc, ces deux vecteurs-là, je vais les changer de place par commutativité. Je le fais au long pour vous montrer d'où ça vient. Ce n'est pas une démonstration, mais je pense que ça va être assez convaincant pour comprendre d'où ça vient. Alors, je vais permuter 2i et 5j par commutativité, comme je viens de dire. Et je vais réécrire l'autre en bleu, comme il était, moins 9j. Et là maintenant, les vecteurs i et j sont réunis. Moins 3i plus 2i, ça me donne moins i. 5j moins 9j, ça me donne moins 4j. Finalement, le vecteur résultant serait écrit de la façon suivante, moins 1, moins 4. Et ça correspond en effet à ce qu'on retrouverait si on faisait moins 3 plus 2, ça donnerait moins 1. 5 moins 9, ça donnerait moins 4. Alors voilà pour l'addition, puis la soustraction. Je vais cette fois-ci y aller à la méthode composante, ça va être plus rapide. Alors, on va la faire de côté. Alors, U moins V. Et je vais avoir moins 3, 5. Et je soustrais le vecteur 2, moins 9. Alors, je vais avoir moins 3, moins 2. Alors, on distribue la soustraction de la même façon qu'on le ferait sur des nombres. En réalité, c'est un vecteur. Chaque composante va être soustraite. On soustrait le tout. Alors, moins 2. Voilà pour ça. Donc, ensuite de ça, l'autre, ça serait 5 moins moins 9. Donc, 5 moins moins 9. Je l'écris de façon explicite pour qu'on voit d'où ça vient. Alors, moins 3 moins 2 me donne moins 5. 5 moins moins 9, c'est 5 plus 9, donc 14. Voilà pour ce qui est des manipulations algébriques. Bien sûr, il y a une correspondance entre les manipulations algébriques et ce qui se passe de façon géométrique. On peut toujours représenter, et ça c'est super important qu'on se souvienne de ça, on peut toujours représenter le vecteur résultant de la somme, donc sous forme, voilà, donc
on pourrait le dessiner, le fameux vecteur U-V par exemple, ce serait le vecteur -5, comme ça, et 14 comme ça. 14 comme ça. Donc, il y a toujours moyen de passer d'une façon à l'autre. Et tout ce qu'on fait avec les composantes, si on le faisait en l'écrivant, en dessinant les vecteurs, en calculant les orientations, en calculant les normes, en additionnant de façon géométrique, en recalculant la norme du vecteur résultant et en retournant sous forme de composante, on obtiendrait les mêmes choses. Évidemment, beaucoup plus long, mais il y a toujours, c'est vraiment deux façons équivalentes d'exprimer les vecteurs. Donc, on peut les exprimer sous forme de composantes horizontales et verticales ou à l'aide de la norme et de l'orientation. C'est la leçon finale à tirer de cette leçon. Et puis, bon, pour ce qui est de la prochaine leçon, là, on va voir comment on va multiplier un vecteur par un scalaire. Puis là, on va vraiment pouvoir faire tout un tas d'opérations sur les vecteurs.